Qui bichonne la clémentine de Corse, l'unique clémentine française? Nos 175 producteurs, dont le savoir-faire est reconnu par le label IGP. Clémentine de Corse, Corse de nature. Campagne financée par la collectivité de Corse. Vous êtes sur RTL. RTL. 22h, minuit 30. Parlons-nous. Caroline Dublanche sur RTL. Bonsoir, c'est Caroline Dublanche. Je suis heureuse de vous retrouver pour dialoguer avec vous chaque soir de 22h à minuit et demi. L'antenne d'RTL est à vous. Problème de cœur, problème de famille, problème professionnel. Je suis là pour vous, à votre écoute et pour vous proposer des solutions. Alors sans plus attendre, je vous invite à appeler au prix d'un appel local le standard de Parlons-nous au 09 69 39 10 11. Sarah et Paul vont s'occuper de vous et vous guider jusqu'à l'antenne. Marc Bisset est à la réalisation de l'émission. Et parce que l'on a beaucoup à partager, toutes vos réactions sont les bienvenues par SMS au 64 900 code RTL, 35 centimes par SMS, et sur notre page Facebook RTL-Parlons-nous. Bonsoir Myriam. Myriam, vous êtes là ? Ah, on l'a perdue, bah ça alors, c'est ballot. Elle était là avec nous juste avant, j'espère qu'elle n'a pas pris peur au moment de l'antenne. On est en direct à vos côtés, comme tous les soirs, jusqu'à minuit et demi. Et je vous redonne le numéro 09 69 39 10 11. Et tiens, si on arrive, j'espère, à avoir Myriam veut nous parler d'un souci qu'elle a avec sa mère, qui est âgée, dont elle s'occupe beaucoup. Et c'est une thématique qui revient assez souvent dans l'émission, quand finalement un fils, une fille, un époux, une épouse se transforme finalement en aidant. La charge mentale, la charge physique aussi qui pèse sur ses épaules. Peut-être que vous voulez témoigner, n'hésitez pas à nous rejoindre au standard de Parlons-nous. Apparemment, on a un petit souci. Myriam est avec nous. Si vous nous écoutez, tiens, si vous avez rebranché votre radio, Myriam, on essaye de vous joindre, mais en vain. Voilà, donc on a peut-être un souci avec votre téléphone. Passez-nous un petit coup de fil. Allez, on va, une fois n'est pas coutume, on va écouter un petit peu de musique et puis on va se retrouver juste après. Caroline Dublanche sur RTL. Et voilà, on a récupéré Myriam. Bonsoir Myriam. Bonsoir Caroline, merci de me recevoir. Et vous êtes la bienvenue. Merci en tout cas, merci. Alors j'ai un petit peu annoncé, du coup le thème que vous vouliez aborder avec moi ce soir, puisque voilà avant Barry White. Donc vous vous occupez de votre maman qui a 90 ans. Exactement. Bon, et qui vit chez elle. Qui vit chez elle parce qu'il n'était pas question qu'elle aille en EHPAD ou en maison de retraite, parce qu'elle s'assumait jusqu'à présent sans aucune difficulté. Oui. Une maison pas très grande mais qu'elle gérait très très bien. Oui. Ça c'est impeccable. Donc le Covid aidant a fait qu'elle ne sortait plus pour la préserver. C'est moi qui faisais les courses. Et oui. Je travaillais également, donc entre le travail, les courses, les lui amener, donc c'est un petit peu problématique. Mais là, la donne a changé. Elle a quand même des métastases d'un cancer du sein qui se sont fixées au niveau du sternum, et maintenant ça fait un an que. Donc elle avait eu, à cet âge-là, elle est encore ennuyée avec ça. Elle avait eu quand son cancer ?
Elle l'a eu, du sein. papa est décédé en 2015, elle l'a eu donc après. Ah oui, c'est assez récent encore, quand oui, même. oui, D'accord. oui. Donc ablation Oui. du sein droit. Ah, oui. Et donc, et il y a 1 an, il y a eu l'équivalent d'une petite grosseur au sternum. Oui, Et puis oui. donc, elle est suivie par un oncologue. Elle ne souffre pas Non. Bon. Non. Parce qu'on lui Les fait plus de chimio, là, j'imagine. Non, Oui. on ne veut pas. Oui. On voulait pour diminuer la grosseur, mais le radiothérapeute a refusé parce que c'est près de l'aorte, il risquerait de faire plus de dégâts qu'autre chose. Bon, alors oui. Oui. Donc il y a des équipes, je peux avoir le soutien d'équipes en soins palliatifs, mais qu'on n'a pas encore fait mise en place, puisque jusqu'à présent elle n'a pas mal. Il y a les infirmières qui viennent 3 fois par jour. Oui. Donc ça s'est mis en place. Mais c'est prenant dans le sens où elle comme elle perd maintenant la mémoire, elle dit qu'elle ne va pas bien, mais elle ne peut pas dire ce qui ne va pas. Et donc je rappelle également que j'ai été opérée en avril d'une rupture de la coiffe au niveau de l'épaule. Et donc c'est douloureux, ça. C'était douloureux, oui. Et donc bloqué, je ne pouvais plus rouler en voiture. Donc toutes les aides que je faisais pour maman, c'était à pied, donc 3/4 d'heure de marche, ou en transport en commun 1 heure. Et là maintenant, ça commence à être vraiment très lourd, parce que ma rééducation 3 fois par semaine, les courses pour maman, j'ai l'impression de ne faire plus que ça, en fait. Bah oui, forcément. Parce que si là-dessus est venu il y a vos problèmes de santé à vous, bon, qui heureusement il n'y a pas de caractère de gravité, mais il y a de la rééducation et c'est important de la faire. Donc oui, vous tournez un peu. Évidemment, votre vie tourne beaucoup autour de ça. Vous êtes seule à vous occuper de votre mère ? Oui. J'ai un frère qui habite à Düsseldorf, qui habite en Allemagne. Oui. Et donc, mais lui ne travaille plus. Il vit aussi de la cueillette des champignons. Et donc, quand on a eu très peur, là, il y a 1 mois et demi. Et donc, quand je lui ai dit que maman n'allait pas bien, il a dit, de toute façon, il viendra pas avant décembre. J'ai dit, écoute, dans ce cas-là, ça va, il n'est pas trop inquiet. Voilà, donc. Non, mais c'est incroyable parce qu'il a du temps libre. Voilà. Enfin, vous, avec votre problème d'épaule, là, en plus, en ce moment, ça tombe jamais bien, ce genre de choses, vous me direz. Non. Mais bon, en plus, là, avec les soucis de santé de votre maman, son âge, bon, il pourrait un petit peu vous relayer, même s'il venait, ne serait-ce que 8-10 jours, c'est toujours ça de prix pour vous. Exactement. Oui. Donc je lui avais déjà dit cet été, donc il n'a pas voulu venir. Donc moi à un certain moment j'ai soufflé, je suis partie chez mon ami en Bretagne, parce que je dis ça sert à rien que je reste là, parce que je peux pas faire plus. Non. Et donc je lui ai fait peur l'autre jour, donc il est venu pour 4 jours. Pour lui, j'en fais pas assez, je la fais pas suffisamment marcher. Il trouve le moyen de vous faire des reproches en plus quand il vient. Il est incroyable, votre frère. Il a toujours été comme ça avec vous et avec sa mère. Il est très perfectionniste, donc quand il arrive, c'est le super chef, top chef cuisine, fait de très très bons repas. Mais bon très bien qu'il fasse plein de petits plats, qu'il les congèle, et au moins déjà ça sera une bonne chose de faite. Oui, il est très perfectionniste, mais enfin il n'est pas là souvent, donc il peut se le permettre aussi. Voilà, exactement. Donc c'est vrai que pour moi là actuellement c'est lourd. C'est lourd. Des fois, elle a de nouveau perdu ses clés. J'ai cherché de tout partout dans la maison. Elle les cache, on les retrouve plus. J'en suis revenue en
ayant de nouveau des quintes de toux, moi ça me prend au niveau au niveau des poumons. Et ben je me retrouve dans la voiture en train de pousser un cri parce que je peux pas le faire chez moi, je peux pas le faire chez elle, mais c'est épuisant parce que Ah oui, tout vous ce êtes que un je peu à bout. oui, quand j'ai mis en place d'aller voir la dentiste parce que son appareil était cassé, d'aller voir la dentiste, j'avais pris congé parce que je bossais, j'avais pris congé pour l'emmener chez le dentiste. Quand j'arrive chez elle, elle est prostrée, elle refuse de venir. J'ai dit mais le rendez-vous est pris. Non, 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 non. Donc je suis partie dans une rage folle et maintenant j'ai peur d'avoir des réactions pas du tout adaptées. Oui, oui. Oui, parce que vous êtes fatigué, donc vous vous énervez rapidement, quoi. Ah oui, Mais ah oui. c'est courageux, je trouve, d'oser le dire, parce que je crois que, enfin, dans des situations comme ça où on doit s'occuper d'un proche qui est vulnérable pour différentes raisons. Alors ça peut être l'âge, ça peut être parfois le handicap ou la maladie. Il y a ce type de réaction. Il peut y avoir des emportements, des moments d'énervement et parfois ça peut aller jusqu'à la maltraitance. Ça existe. Et pas des gens qui à la base ont quelque chose d'une violence en eux mais qui sont souvent épuisés. Donc c'est courageux déjà de pouvoir dire j'ai peur d'avoir des moments où vous vous rendez compte vous-même que après coup peut-être vous vous emportez en criant ou quoi et puis vous dites bah c'est pas de sa faute. C'est bien Exactement. déjà de le reconnaître parce que c'est aussi prendre conscience qu'il faut essayer de peut-être mettre en place quelque chose pour que ça soit un petit peu moins lourd pour vous. Oui, c'est ça. Alors, je m'en veux après. Ben oui, et c'est culpabilisant. Oui. Voilà. Et j'y vais l'autre jour, j'y suis allée, je dis maintenant, tu ne penses plus du tout à entretien, à rien du tout. Tu y vas pour elle, prendre du temps avec Oui. elle. Et en fin de compte, non, de nouveau, elle m'a dit, et les clés, mes clés, pourquoi j'ai pas mes clés? Donc j'ai dit, maintenant, je vais chercher ses clés. Et en fin de compte, j'ai passé mon temps à chercher ses clés, et puis pas être avec elle. Donc j'ai l'impression Oui, vous étiez partie pleine de bonnes intentions, vous aviez envie que ça se passe bien, et puis vous avez la réalité aussi de votre maman qui, c'est une forme d'anxiété, enfin c'est des choses que l'on voit chez les personnes âgées, ou qui tout d'un coup fait une fixation sur quelque chose qu'elle ne retrouve plus, qui la perturbe, et elle vous embarque là-dedans. C'est compliqué de ne pas se laisser embarquer aussi. C'est compréhensible, mais vous savez, en fait, voyez, vous parliez la Covid a fait aussi beaucoup de mal, je trouve, pour les personnes âgées, l'isolement. On a beaucoup parlé de la situation des personnes âgées dans les EHPAD, qui étaient dans une situation d'isolement, de solitude extrême. Mais les personnes qui, comme votre maman, ont eu cette chance finalement jusqu'à présent de pouvoir rester dans leur maison, et même des personnes moins âgées, certaines disent qu'elles ont, ça a été mauvais pour elles, moralement. Elles ont perdu des habitudes, des repères, et à cet âge-là, quand on perd, on peut ne pas retrouver. Oui, c'est que les courses avant, semble-t-il, votre maman les faisait. C'était à proximité. Oui. C'est une routine, mais une routine qui permet au cerveau, au corps de travailler. Enfin, il y a quelque chose de rassurant dans cette routine. Et puis ça permet de voir un peu de monde. Voilà, exactement. Mettre le nez dehors, parler à la boulangerie, voyez, de croiser un peu des voisins. Et là, le repli dans la maison et le nombre de visites très limité, même les voisins finalement qu'on voit moins ou à distance, ça a une répercussion sur beaucoup de personnes âgées. Oui. Et elle roulait encore jusqu'à en janvier 2020. D'accord. Oui. Ah oui. Et donc, vous voyez, donc elle était étonnante. À 90 ans, elle avait plein de ressources. Elle était costaud. Exactement. Oui. Voilà, oui. Mais là, alors, ce qui me chagrine aussi,
et c'est quand je pars, donc alors chaque fois, quand j'étais convalescente avec mon épaule, je suis allée là-bas, puis j'ai dormi, mais je dormais très mal, ça me faisait mal à l'épaule. J'ai été dormir chez des amis. Et en fin de compte, je perdais mon temps. Elle ne fait que dormir et moi je me retrouve là-bas alors que j'ai mon chez moi où j'ai tellement de choses à faire et j'avais l'impression de tourner en rond. Oui. Et donc l'autre soir, elle m'a dit tu ne dors pas là? J'ai dit non, moi je ne dors pas là. J'ai dit toi aussi tu veux être bien chez toi, tu aimes bien être chez toi. Et bien moi aussi j'ai besoin d'être chez moi. Et alors là elle prend son air de coquère et ça me fait de la peine parce que c'est humain, mais en même temps je peux pas. La maison c'est un Vous n'êtes pas tombeau. bien. Oui, c'est un tombeau. Oui. Ça vous angoisse en fait. Oui. C'était la maison angoissée. de ma sœur qui est décédée. Mon père était là-dedans aussi. Donc non, c'est... Oui, et là, de voir votre maman un peu déclinée quand même par rapport à ce qu'elle était il y a encore peu de temps, c'est douloureux, c'est déprimant pour vous, bien sûr. Oui, et puis c'est une image aussi qui me ramène à mon futur aussi. Donc... Oui, vous avez raison. C'est-à-dire que même si vous êtes encore, je vois sur votre petite fille, je ne vais pas dire votre âge, mais encore jeune, vous êtes loin du grand âge. Mais vous avez raison, c'est impossible de ne pas y penser. Quand on voit ses parents vieillir et diminuer, c'est aussi, ça renvoie à la vision de sa propre vieillesse, au fond. Donc ça remue beaucoup. Oui, ça remue, et puis j'ai pas envie de lui faire de mal Bien sûr. et de peine, parce que je me mets... C'est ma maman, je suis sa fille, mais à un certain moment, j'en peux plus, et je garde, et puis dans ma voiture, je hurle, ou je tape du poing, et il m'arrive des fois de rouler vite, je dis calme-toi, mais c'est des fois j'ai du mal. Vous avez besoin, vous prenez beaucoup sur vous, donc, et en sortant, il faut que ça sorte, il y a quelque chose. Vous pouvez parler vous avez un peu des personnes dans votre entourage. Quand vous rentrez, vous êtes seule chez vous? Oui, je suis seule. Ah oui, vous pouvez pas partager aussi. Je peux partager si j'ai des amis. Oui, j'ai des amis. Vous pouvez en parler, dire. Vous avez des enfants, oui. Mais mes enfants, je veux pas les assombrir le cadre. Oui. Donc c'est leur mamie. Donc et puis ils font aussi. Les enfants ils vont aussi. Donc on se relaie. Mais c'est dur, quoi. Et c'est dur de partager ça avec ses enfants parce qu'on n'a pas envie. Ils ont de belles choses à vivre. Ils ont leurs enfants, leur travail. Donc c'est vrai que je partage plutôt avec les amis, ouais. Oui, c'est bien déjà que vous puissiez en parler à des amis, peut-être auprès d'associations, un accompagnement. Je pense au Café des aidants. Enfin, s'il y en a dans votre région, c'est des endroits comme ça où je vous dis, les personnes qui, comme vous, sont amenées à prendre soin d'un proche peuvent avoir des moments où beaucoup éprouvent, ce que vous ressentez, c'est cette solitude, ce chagrin, cette culpabilité, ce désir de bien faire et puis par moments d'être débordé. Et donc, c'est des relais comme ça où il est possible de partager, en fait, autour d'un café. C'est pour ça le Café des aidants, et où il y a des professionnels parfois qui viennent, voyez, de type psy, pour aussi un peu écouter. Peut-être que vous pourriez vous renseigner, voir si dans votre région vous avez quelque chose. Oui, je vais noter. En allant sur le clic aussi, regardez peut-être ce qui est mis en place, parce que ça peut vous donner un lieu un peu où vous pouvez exprimer tout ce que vous ressentez et reprendre un peu des forces. Parce que, voyez, vous dites quelque chose d'important.
et de touchant. Quand vous me disiez que vous étiez parti pour la voir en disant de passer c'est ma maman, moi je suis sa fille. Vous vouliez passer un moment un peu doux avec elle et puis bon, vous arrivez, elle est en train de chercher ses clés, vous êtes pris dans cette anxiété là, bon. Et c'est la difficulté quand on s'occupe d'un proche, c'est que il y a tellement de choses à faire. On en a souvent parlé dans cette émission et j'imagine que ça parle à beaucoup d'auditeurs. C'est les courses, c'est parfois les repas, c'est le ménage, c'est les soins parfois au corps, portés au corps. Et finalement, il y a une dame qui est intervenue, je crois qu'elle était auxiliaire de vie dans l'émission. Et je trouve qu'elle a dit quelque chose de très juste un soir. Elle disait que justement pour rester sa fille, pour préserver en fait votre lien, à un moment il est important de déléguer. Parce que si on se transforme en infirmier, en auxiliaire de vie, en aide ménagère, et bien finalement on n'est plus à sa place. Exactement. Alors, ça part évidemment de tout ça, d'un très bon sentiment et d'un désir d'aider, de prendre soin. Mais au fond, le fait d'être à toutes ces places fait qu'on perd de vue l'essentiel. C'est de rester à votre place, finalement. Et puis on le fait mal, en fait. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, il y a de l'épuisement, et physique, et psychique. Et quand les deux sont cumulés, c'est long de récupérer. Et vous l'avez dit, je trouve avec beaucoup d'honnêteté, c'est qu'il y a des moments, vous n'en pouvez plus, et c'est humain. Vous êtes fatigué, et du coup, vous vous énervez. Là où vous voudriez justement apporter de la douceur, un peu de justement une présence chaleureuse, et puis finalement, vous êtes trop fatigué et trop débordé et c'est là où il est important de se dire il faut peut-être revoir un peu les choses et demander de l'aide. Alors de quelle façon, je ne sais pas, qu'est-ce qui pourrait un peu vous soulager? Alors de l'aide, j'ai, puisqu'il y a les infirmières qui viennent 3 fois par jour. Avant, les infirmières. Ah, les infirmières, d'accord. Les infirmières qui venaient que matin et soir, et puis maintenant c'est même à midi, parce que elle s'est rendu compte que son état s'aggravait. Et j'ai mis en place une aide à domicile. Non, c'est bien. Oui, avant, vous avez fait déjà beaucoup. Oui, avant c'était 5 jours par semaine, et là j'ai dit c'est plus possible, il faut 7 jours par semaine parce que sinon je peux plus. Mais vous êtes en convalescence vous aussi, donc vous voyez, vous avez déjà, vous allez en rééducation 3 fois par semaine. Déjà c'est pénible, ça prend sur votre rythme. Bon, donc, mais c'est bien ce que vous avez mis en place là récemment alors. Oui. mais quand je suis là, je me dis, cette personne, elle fait ça. Malgré tout, je fais toujours beaucoup de choses. Faire le lit, ranger les choses. J'estime que c'est pas à la personne l'aide à domicile qui doit le faire. Mais si, pourquoi vous faites les lits? Ouais. Pourquoi? Oui, parce que vous gardez des réflexes. Vous voudriez aussi que la maison, ça reste comme avant. C'est peut-être vous avez l'impression que c'est votre devoir de maintenir les choses comme cela. Mais parfois, il vaut mieux si je sais pas, vous êtes avec votre maman, vous discutez ou même simplement en étant à côté d'elle, c'est du temps passé avec elle et finalement c'est plus important ces moments-là que de vous activer à faire le lit et le ménage partout. Vous voyez, justement pour rester dans ce lien-là et pour rester à votre place au fond de fille. Pardon. Mais ce que vous dites est très communément partagé chez beaucoup de personnes, c'est-à-dire le désir de bien faire,
le désir de bien faire et à un moment, au fond, la difficulté à déléguer. Ouais. Comme si c'est pas bien. Enfin, vous voyez, dire au fond, vous le dites, c'est pas à elle de le faire, c'est à moi de le faire quand même. Mais non, si vous vous dites déjà, il y a quelqu'un dont c'est le métier. Vous voyez, c'est pas vous déchargez pas, c'est quelqu'un, c'est son métier. Et vous, ce temps gagné, ça vous permet d'être du temps de présence. Alors, vous le dites, parfois votre maman, elle dort beaucoup, bon. Mais peut-être que dans ces cas-là, vous pouvez en profiter un peu pour sortir, vous aérer, ou je ne sais pas, lire, ou somnoler, ou écouter la radio, ou enfin vous reposer. Mais vous ménagez des temps où vous êtes avec elle plus qu'à courir partout dans la maison. Ouais. Eh ben, c'est plutôt ça ce que je fais. Ce que j'ai fait les dernières semaines, c'était ça, quoi. Alors en plus, avec votre épaule, c'est pas très raisonnable. Enfin, vous pouvez pas d'un côté faire de la rééducation, vous voyez, pour que ça aille mieux récupérer, c'est important. Et puis de l'autre, trop vous démener, quitte à vous faire mal. Il y a l'épaule gauche qui commence. J'ai fait un IRM avant-hier et il s'avère qu'il y a un tendon qui est en déchirure. Donc, parce que j'ai abusé, enfin, c'est pas que j'ai abusé, j'ai compensé avec l'épaule gauche. Oui, alors vous voyez, il faut faire attention, parce que vous êtes en train de vous faire mal. Et pourquoi ? Alors, parfois, on s'agite aussi comme ça, parce que l'action, c'est un bon remède contre l'anxiété. Et qu'agir, faire les lits, ça évite de penser. Ouais. Peut-être... éviter de penser, c'est un jardinant, donc j'arrive à le faire, mais c'est vrai qu'une amie m'a dit, ton corps te parle, fais gaffe. Oui, elle a raison, votre amie. Déjà, c'est bien que vous ayez mis tout cela en œuvre, parce que donc il y a les infirmières qui passent, il y a l'auxiliaire de vie qui est là. Donc ça veut dire qu'il faut, je ne sais pas, vous y allez à quel rythme voir votre maman ? Tous les 2 jours. Tous les 2 jours. Oui. Et vous restez dans ces cas-là, quand vous y allez, vous restez un moment, plusieurs heures ou... Oui, je vais faire les courses, Oui. je les lui amène, Oui. je fais le vide, vérifier ce qu'elle a mangé, des fois ce qu'elle ne mange pas, je suis obligée de le jeter, donc ça aussi c'est fatigant. Et donc le temps de tout mettre en place, je pensais rester 2 heures chez elle, et en fin de compte c'est toute l'après-midi, donc après je m'en veux, je dis mince, je suis pas chez moi, je voulais faire ça chez moi, oui, enfin, et maintenant je l'ai pas fait. Mais donc, parce qu'on sent que vous prenez tout, il y a des choses, au lieu de vérifier, il faut s'assurer évidemment les personnes âgées parfois ne s'alimentent plus assez, mais au lieu de passer votre temps aussi à tout vérifier, vous voyez bien s'il reste quelque chose. D'abord, l'auxiliaire de vie, elle s'en occupe, ça, un peu de la nourriture qui reste, de jeter, si... Pourquoi ? Non, Si. Ça dépend. Ça dépend. Les infirmières, oui. Les infirmières, pendant que j'étais en vacances, elles avaient vu qu'il y avait des yaourts qui avaient dépassé la date. Donc, mais maman ne va plus du tout dans le frigo pour chercher sa nourriture. C'est plus du tout. Elle oublie complètement. J'ai fait une soupe l'autre jour, donc il y en avait suffisamment. 2 jours après, j'y vais. Elle prépare, elle fait chauffer. Elle a pris du thé à 6h du soir, et un quart d'heure après, elle fait chauffer de l'eau, et avec un petit cube de légumes. Je dis, qu'est-ce que tu veux ? Je veux faire une soupe. Je dis, mais tu en as déjà de la toute prête. Oui, mais alors en même temps, vous voyez. On passe d'un cap où votre maman, il y a encore récemment, elle conduisait sa voiture, elle allait faire ses courses elle-même, elle rencontrait du monde, et maintenant c'est en gros, elle ferait plus rien, on lui amène tout. Parfois on n'a pas le choix, et parfois la personne n'est plus du tout en état, mais à la limite. Si elle veut se faire un peu avec quelques légumes, un petit bouillon, un petit truc, laissez-la faire.
Parce que ça fait partie aussi... vous savez, on oublie que les personnes âgées, on voit ce qu'on peut leur apporter, mais elles ont besoin aussi d'avoir un peu un sens encore à leur vie. Et si vous voulez, si à un moment la vie, c'est plus... Alors malheureusement, il y a des personnes, elles sont plus en état de pouvoir faire autre chose, mais de passer... d'attendre dans un fauteuil comme ça et que tout... je veux dire, on n'a même plus faim dans ces cas-là. Elles n'ont même plus faim. Oui. Donc, après tout, elle se lève. Elle avait envie de le faire. Si ça peut être d'ailleurs un temps... parce qu'à force... C'est là où c'est difficile. Les ménager, leur permettre de leur faciliter le quotidien, mais peut-être pas non plus tout faire. Et en tout cas, quand il y a parfois des initiatives comme ça peut être dire, à la limite, qu'elle est, je sais pas, un poireau, pomme de terre, un peu des carottes. Si elle veut faire ça, qu'elle le fasse. Ça l'occupe. Oui, ça, je suis tout à fait d'accord. Ça l'occupe. Oui. Et c'est ce qu'elle a toujours fait, j'imagine, votre maman. Oui. Elle faisait la soupe. Bon, ça rythme une journée. Le soir tombe, on fait la soupe. Vous voyez, il faut pas non plus lui enlever tout. Et puis parfois, plutôt que, je sais pas, alors dans ces cas-là, il faut essayer, veiller à leur apporter des trucs qu'ils aiment bien manger. Les goûts changent, parfois c'est plus le sucré. Et parfois, plutôt que de vous passer au moment de, là, elle prenait un petit thé, vous amenez une petite tartelette, un petit flan, ce qu'elle aime. Et si elle, à la limite, il est 18h ou 19h, qu'elle veut boire du thé avec une pâtisserie, c'est pas très grave. Ah oui, non, exactement. Je suis tout à fait d'accord. Mais il faut savoir lâcher aussi, quoi. Voilà. Je suis tout à fait d'accord. C'était le fait qu'il y avait déjà 2 soupes qui étaient toutes prêtes dans le frigo. Oui. Il suffisait qu'elles les sortent. Mais qui c'est qui les avait faites, les soupes? Mais c'était moi. Ah, c'est vous. Alors c'était de la bonne soupe. Non, mais parce qu'il y en a... voilà, non, d'accord. C'est pas de la soupe en boîte. Mais vous voyez, après tout, dire, vous pouvez être là, vous dire, tiens, je t'ai amené... alors, ça se trouve, vous allez lui amener tout pour faire la soupe, et ce jour-là, elle sera fatiguée, elle n'aura pas envie de le faire. Mais peut-être qu'il ne faut pas tout lui faire. Et peut-être que vous, ça vous fera aussi un peu de... C'est compliqué, parce que... bon. Ah oui, tout à fait. Mais le problème, c'est que quand on commence, là, on sent, vous êtes hyper organisé, vous faites tout, et à un moment, on se rend pas compte que les personnes âgées, on leur laisse presque plus rien faire. Et quand elles ont encore la possibilité de le faire, c'est pas une vie. Oui. Ah, exactement, mais l'autre fois j'y suis allée, j'étais surprise parce que elle s'était fait une soupe. Très bien, formidable. Mais bien sûr, et j'ai dit c'est génial. Moi j'étais venue pour lui faire à manger. Non. Donc, mais il y a des jours où elle peut et des jours où voilà. Et je culpabilise parce que j'ai pas été un soir et en fin de compte, si elle a quand même réussi à faire ça. Vous voyez qu'elle a encore de l'énergie, votre maman, et des ressources. Donc, il faut aussi laisser, il faut leur laisser de l'autonomie. Il faut leur laisser aussi, c'est pas, on peut pas prendre, ça part d'un bon sentiment, mais ne lui enlevez pas tout. Parce qu'à cet âge-là, on perd très vite. Et à un moment, si vous lui faites, elle prendra plus, elle fera même plus sa soupe le soir. Et si de temps en temps elle peut la faire, laissez-la. Et vous, c'est du temps de gagner pour vous. Donc, vous avez mis en place des choses. Occupez-vous de vous un peu, et puis si à un moment vous sentez que la culpabilité est trop présente, je vous dis, renseignez-vous, les cafés des aidants, peut-être aussi aller voir un peu un professionnel pour en parler, parce que les aidants ont besoin d'être aidés aussi, et ça vous permettrait d'éviter comme ça ce que vous faites dans votre voiture, quand vous poussez un grand cri et que vous partez à fond dans votre voiture, pas trop dangereux avec votre épaule déjà un peu de travers, vous voyez, il vaut mieux parfois il y a un peu 1 ou 2 séances avec quelqu'un, et ça peut vous aider à décharger un peu tout ce que vous prenez, parce que vous prenez beaucoup sur vous. Je vous embrasse, Myriam. Merci beaucoup. Bon courage. Beaucoup, Caroline. À quoi reconnaît-on la clémentine de Corse, l'unique clémentine française? À sa petite taille, son petit cuvert et à son goût sucré légèrement acidulé. Clémentine de Corse, Corse et de nature. Campagne financée par la collectivité de Corse. 22h, minuit 30. Parlons-nous. Caroline Dublanche sur RTL. Bonsoir Isabelle. Bonsoir Caroline, et merci de votre accueil. Et je suis un peu impressionnée, mais... Mais non, vous allez voir, ça va bien se passer. Vous voulez que vous allez me parler de vous, de votre histoire
de votre histoire de couple, c'est ça? Parce que là, j'ai pas vu. Paul vient de me déposer votre petite fiche juste à l'instant sous les yeux. Oui. Donc, je ne sais pas si c'est le motif de votre appel. C'est une histoire de couple ce soir? Oui, c'est ça une histoire de D'accord. couple, oui, qui Oui. est un petit peu difficile, surtout en termes de communication. D'accord. Alors, j'ai plus de 50 ans, j'ai 54 ans. Oui. J'ai perdu mon mari, le père de mes enfants, qui est décédé brutalement il y a un peu plus de 20 ans. Ah Mes bon enfants étaient tout petits. Ah oui. Et ça a été, et c'est, je pense toujours, un deuil très difficile à faire. Et mes histoires amoureuses chaotiques depuis ne font entre guillemets que raviver un peu cette douleur. Ah oui. Et là, depuis 5 ans, plus de 5 ans, je connais un homme, donc Oui. j'ai rencontré un homme sur un site de rencontre. Et j'ai eu vraiment beaucoup de mal à rentrer dans la relation. Et j'ai pensé dans un premier temps que ça venait de moi, de mes blocages par rapport à mon histoire passée. Oui. J'arrivais pas à me projeter, alors que lui, il est rentré tout de suite dans la relation, tout de suite il m'a avoué ses sentiments, ses souhaits de vraiment de faire sa vie avec moi, même un peu, je dirais, directif. Hein. Bon, c'est quelqu'un qui a un poste d'encadrement, hein, donc qui a l'habitude aussi de... Bah oui, mais enfin bon, dans la vie privée, on peut être différent quand même. Vous n'êtes pas là pour être encadré. Mais c'est quand je serai à la retraite, donc ce qui approche, hein, Oh, tu t'arrêteras de bah. travailler, on fera ci, on fera ça. Puis comme je m'opposais assez fermement, oh oui, mais c'est qu'une proposition, mais réfléchis, j'aurais de quoi subvenir à nos besoins. Or moi, la pire des choses auxquelles quelque chose qui me fait très peur, c'est d'être dépendant d'un homme, parce que avec ce qui m'est arrivé, j'ai appris effectivement à rebondir, mais aussi ma pauvre. Oui. à assurer ma sécurité. Ouais. Et en fait, au bout de 4 ans de relation, il y a eu quelque chose qui m'a interpellée. Déjà dans son comportement, il y avait quelque chose qui me gênait, mais que j'arrivais pas trop à identifier. Notamment, un rythme assez effréné, hein, donc beaucoup d'impatience, et un regard qui ne se posait pas sur moi, un regard assez fuyant. Et puis un jour, il répétait, de toute façon, je n'ai rien à te cacher, tu connais tout, tu as tous mes codes de mon téléphone, de ma tablette, je n'ai rien à te cacher. Et effectivement, j'utilisais sa tablette, mais ça, en fait, la phrase... parfois quand on dit ça, c'est que justement... Oui. On pensait l'inverse. Oui. Tout à fait. Et donc, je suis allée voir sur son compte Facebook et j'ai découvert qu'il avait gardé avec son ex des relations très fréquentes. Très fréquentes, c'était hebdomadaire, plus des appels téléphoniques, il y avait des mentions d'appels. Et sur un mode de vie de couple, un petit peu, sans mots affectifs. Oui. Mais on continue la vie, j'ai fait ci, j'ai fait ça, et puis beaucoup d'échanges aussi sur des questionnements professionnels, mais aussi dans le quotidien, jusqu'à ce que beaucoup d'échanges de photos aussi, mais sans jamais parler des conjoints. Jamais. Ah oui, donc elle répond aussi de son côté. Elle répond et elle sollicite, oui, tout à fait. D'accord, oui. Et oui, c'est ça, vous n'êtes pas présente sur les photos, vous n'êtes pas évoquée dans les messages. Je ne suis pas du tout évoquée. Et alors, elle, la de seule son évocation, côté, en fait, c'était au bout après un an de notre rencontre, où il a simplement dit « j'ai rencontré quelqu'un ». Et puis elle lui a répondu « oui, je sais, d'ailleurs ça m'a fait un pincement au cœur ». Et il lui a répondu « je n'allais quand même pas rester seule ». Et cette phrase-là m'a fait très mal. Très mal. Pourquoi ? Et c'était les échanges ont continué, et puis elle en fait, ils se sont séparés parce qu'ils avaient une grande différence d'âge, et elle avait un souhait d'avoir des enfants. Donc leur projet de vie, en fait, était différent. Elle est plus jeune que lui, donc. Oui, bien plus jeune. Bien plus jeune.
là, à peu près l'âge même de sa propre fille à lui. D'accord. Et donc quand je lui en fait en ai parlé, je dis tu vois, j'ai vu sur ta page Facebook il y a telle personne qui revient en tête, c'est-à-dire que tu as beaucoup de discussions. Ah non, pas du tout. Alors là, commençait en fait le mensonge, le déni. Oui, c'est pas oui, alors que oui, il s'enferme. Exactement, c'est ça. C'est ça qui me pose problème. Bah oui, je comprends que ça vous pose problème, puisque c'est un constat que vous faites. C'est un constat, c'est nier les faits. Exactement, oui. Tout à fait. Donc c'est même alors qu'il dirait oui, oui, je suis en lien. Donc du coup, c'est qu'il n'est pas à l'aise. Ouais. Bon. Et il est resté dans ce déni, dans ce mensonge. Et puis 2 jours après, on a eu une conversation téléphonique le lendemain. Et là, je lui ai dit, écoute, là, je n'apprécie pas du tout que tu aies menti, je comprends pas. Oui. Ça remet en cause pas mal, ma confiance en toi, en ce que tu dis. Et là, il m'a dit, oui, mais j'avais peur que tu me prennes pour un salopard. Enfin, ce sont ces mots. D'accord, il a utilisé ce terme-là. Oui. Pourquoi ? Oui, pourquoi ? Ah oui, pourquoi ? Pourquoi il a cette image-là de lui ? Je ne comprends pas. C'est là où je n'arrive pas à C'est curieux, c'est que s'il avait peur que vous le preniez comme tel, c'est que lui-même pense qu'il fait quelque chose, qu'il fait des saloperies. Je reprends l'expression. Non mais vous voyez, c'est bizarre. C'est bizarre. Oui. Et en fait, je lui ai demandé de ralentir cette fréquence ou de faire quelque chose. Il m'a dit oui, je vais supprimer son compte, pas de souci. Bon, ce qu'il n'a pas fait. Oui. Et j'ai découvert au mois de mars, ça c'était au mois d'octobre l'année dernière, au mois de mars, que même son numéro de téléphone était masqué sous le nom d'une ville. Bon. Alors là, j'ai pas aimé du tout. Oui. Bon, j'ai pas apprécié du tout. Donc, et après, il m'a dit bon, ça y est, j'ai plus de contact. Mais bon, j'étais pas sûre. Et puis, mais son comportement a évolué. Et enfin, j'avais un regard un peu plus franc, un peu plus posé sur moi, en fait. Moins fuyant. Et ce que je veux dire aussi, ce qui est important, c'est que, en fait, depuis le début de la relation, j'ai du psoriasis qui était apparu. D'accord. Vous en aviez eu déjà par le passé ? Non. Non, mais j'ai toujours somatisé dans mes relations. Un coup, c'est les reins, un coup, ça peut être la maladie de Raynaud, puis ça part aussi vite que c'est... Mais est-ce que vous êtes bien, sinon, par ailleurs ? Parce que vous me parlez du côté assez directif qu'il a. Est-ce que, par ailleurs, parce que là, on va y revenir sur les relations là avec cet ex, mais sinon, est-ce que dans cette relation-là, parce que là, vous parlez de vos doutes, vous avez développé un psoriasis, mais avec lui, comment ça se passe ? Enfin, est-ce que vous vous sentez heureuse dans cette histoire ? Est-ce que vous vous projetez avec lui 5 ans, c'est déjà... Oui. Alors, depuis cette histoire, en fait, je me sentais libérée du poids de la culpabilité, parce que je pensais que mes difficultés dans la relation provenaient de moi. Oui, parce que vous me dites que vous avez eu du mal à rentrer dans cette relation. Oui. Et pourquoi, justement ? Du fait de son comportement à lui, au départ ? Oui. Trop directif, trop voulant trop diriger un peu, justement, votre vie ou... Oui, il y a de ça aussi. D'accord, Et en fait... je n'arrivais pas justement à expliquer pourquoi je... Oui, c'est-à-dire que vous vous interrogiez si cela venait de vos peurs, parce que c'est pas la première fois, me dites-vous, depuis que vous avez vécu ce drame, perdre votre mari alors que vous étiez toute jeune, que vous êtes restée avec vos enfants qui étaient petits. Vous êtes lancée quand même dans des histoires, mais à chaque fois c'était source d'angoisse pour vous au fond. Tout
à fait. Bon, tout à donc, fait. alors, depuis, vous avez découvert que derrière ce côté, très rigide, où il se projette avec vous, j'ai rien à cacher, et finalement, vous découvrez donc cette relation. Alors, qu'il maintient un lien, qui est d'ailleurs à travers des photos, des messages. Est-ce qu'il se voit, selon vous ? Je pense que la distance... Elle est loin. Je pense, oui. Est-ce que d'ailleurs, savez-vous comment ils se sont séparés ? Alors, vous me dites qu'elle était plus jeune, qu'elle avait un désir d'enfant. Lui, non. Il a des enfants, d'ailleurs, de son côté ? Il a des enfants. Oui. Et ce Donc, que je sais aussi, c'est qu'il y avait des tensions entre elle et ses enfants. d'accord. Donc, vous savez comment il se... Alors, le motif, ça serait, me dites-vous, le fait qu'elle veuille un enfant et lui, non. Mais qui a quitté l'autre ? Il vous en a parlé ou pas ? Alors, c'est très difficile d'avoir... Je l'ai interrogé, il est très très fermé sur ce sujet, et en fait il m'a dit juste que naturellement ils se sont séparés. Oui, mais ça veut rien dire, on se sépare rarement de façon naturelle. Hein. Exactement. Enfin, il y en a toujours un pour qui c'est un peu plus naturel que l'autre, vous me direz. Donc Oui. c'est très très fermé. Je ne peux plus aborder ce sujet parce que... Oui, mais vous le sentez sur la défensive. Ah, complètement. Donc, ce qui est d'ailleurs, on voit, il n'est pas stratège d'ailleurs sur ce coup-là. Parce qu'il est tellement sur la défensive qu'évidemment, on se dit, oh là là, qu'est-ce qu'il a à cacher ? Peut-être, peut-être, je ne sais pas, moi, il y a quelque chose qui me traverse l'idée. Si c'est un homme qui est, dans son fonctionnement, déjà avec vous, où il n'y a pas de différence d'âge, mais assez directif, qui aime bien... Vous voyez, vous me dites, dans son boulot, il fait de l'encadrement, il aime bien diriger, un peu comme ça, une personnalité, pas très souple, mais qui... peut-être qu'il aime bien, au fond, l'ascendant qu'il conserve sur cette femme plus jeune que lui. Je pense aussi. Ça peut le valoriser, le flatter. Tout à fait, parce qu'elle lui retournait des phrases comme bon, tu es ma valeur sûre, et ça, je pense qu'il aime. Et puis le côté, quand il lui dit j'ai quelqu'un quand même, hein. Et elle dit j'ai un pincement au cœur, pour lui c'est très valorisant. Tout à fait, oui. Et donc donc ça peut être quelque chose qui flatte un peu son ego, son narcissisme. Sans pour autant qu'il y ait une relation parallèle une relation parallèle. Mais c'est pas tellement, en fait, ce que vous craignez. Ce fait-là que je crains. Non, puisque vous me dites qu'il n'y a pas de mots tendres, il n'y a pas de mots, d'un couple amoureux, quoi. Tout à fait. Mais vous allez me le dire, ce que vous craignez, justement. Ce qui vous ennuie, mais ça sera après les infos de 23h, d'accord ? On marque une pause, Isabelle. À tout de suite. À tout de suite. 22h, minuit 30. Parlons-nous. Caroline Dublanche sur RTL. Chaque soir de 22h à minuit et demi, l'antenne d'RTL vous appartient. Parlons-nous, c'est votre moment. Après l'agitation de la journée, on prend le temps de se poser, de se parler en toute quiétude. Vous me confiez vos émotions, vos doutes, vos interrogations. Je suis à votre écoute et ensemble, nous trouvons des clés pour vous aider à avancer dans votre vie. Et aussi avec l'aide des auditeurs qui nous font l'amitié d'être à l'écoute. À tout moment, vous pouvez donner votre point de vue, témoigner de votre soutien en envoyant un SMS. Vous commencez votre SMS par les 3 lettres RTL et vous l'envoyez au 64 900, 35 centimes par SMS. On vous lit aussi sur notre page Facebook RTL-Parlons-nous. Et pour me parler, je vous invite à appeler le 09 69 39 10 11. C'est un numéro de téléphone non surtaxé. Un mot pour vous dire, j'en parlais avec Alexandre de Saint-Aignan, il y aura du foot demain soir sur RTL et évidemment l'équipe des sports vous fera vivre le match PSG Manchester, je crois, en direct et nous serons là à partir de 23h.
Et on vous retrouve, Isabelle. Merci d'avoir patienté pendant les infos. Donc en fait, vous êtes, pour ceux qui nous rejoindraient, je résume un petit peu, vous êtes avec un homme depuis 5 ans, vous avez eu du mal à rentrer dans cette relation, mais vous avez perdu votre mari très brutalement, il y a plus de 20 ans. Vous étiez à ce moment-là une jeune femme. Vous avez aujourd'hui 54 ans et vous êtes retrouvée seule, veuve, avec des petits-enfants. Vous en avez combien d'enfants ? 2 enfants. 2. Avec le temps, vous avez rencontré d'autres hommes, vécu des histoires d'amour, mais à chaque fois, ça a été compliqué pour vous. Oui. Il y avait cette peur qui vous tenaillait. Et puis là, cet homme est assez directif, un peu autoritaire. Et là, il vous dit qu'il a rien à cacher. Et puis sur sa page Facebook, vous vous rendez compte qu'il communique régulièrement avec une ex. Ils ont rompu. Il vous a donné, c'est lui quand même qui vous a donné cette information. Elle est beaucoup plus jeune que lui, voulait un enfant et lui n'en voulait pas. Voilà. Et depuis, quand vous lui dites, au fond, vous tombez sur ces échanges, c'est un constat. Et là, il se ferme et il dit non, pas du tout. Et puis, entre-temps, il vous dit qu'il il a annulé son compte Facebook. Et voilà. Alors, on en était resté là et vous me disiez que, en fait, ce qui vous perturbe, c'est pas tant, vous ne pensez pas qu'il ait une double vie, enfin, qu'il ait une relation avec cette femme, mais qu'est-ce qui vous préoccupe alors ? Alors, ce qui me préoccupe, en fait, c'est aussi, c'est la suite, c'est-à-dire que début septembre, j'ai eu aussi le pressentiment que il l'avait recontacté. En fait, à nouveau, son comportement vis-à-vis de moi a changé, devenu plus distant, son regard était devenu fuyant. J'ai retrouvé, en fait, effectivement, le même contexte qu'au début. Et là, je sais pas des fois ce qui nous guide, mais en fait, ça a été simple à trouver parce que en fait, je me dis de toute façon, s'il a communiqué avec elle, c'est qu'il l'a caché. Donc, je l'ai trouvé effectivement dans un endroit bien caché, dans une corbeille. Et il est revenu, donc effectivement, il l'a ressollicité pour demander des nouvelles. Et ce qui m'a aussi à la fois, qui m'a interpellée, c'est moi j'ai un chien que j'ai adopté qui a 2 ans et demi, qui s'en occupe très bien aussi, donc on va le promener tous les deux, on se promène avec ce chien, et à la fin ils avaient aussi un chien aussi ensemble, donc ils demandaient des nouvelles du chien. Je me promène souvent, je pense souvent à ce chien quand je me promène avec mon chien. Alors là, il s'était approprié mon chien. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que ça veut dire ? En fait, j'avais à nouveau disparu, en fait, de son univers. Et puis, il lui ai demandé, effectivement, de lui répondre, de lui donner de ses nouvelles. Et là, j'étais sidérée. Parce qu'après, effectivement, il ne fait jamais référence à vous ? Non. Jamais. Oui, mais parce que, on peut penser, je dis ça parce que je ne sais pas, mais moi je pense que il est très flatté certainement de l'empreinte qu'il a laissée auprès de cette jeune femme. Oui. Il veut pas lâcher sa place entre guillemets. Et d'ailleurs c'est pas votre problème, mais c'est pas bien pour elle, je trouve. Non, mais voyez aussi, c'est-à-dire, il se sépare. D'ailleurs, comment ? Parce que c'est curieux, il veut pas en parler, il veut pas vous dire grand-chose autour de ça, mais à un moment, alors c'était peut-être au début de votre relation, quand vous avez fait connaissance, et il vous a quand même dit qu'il avait une relation, il s'était séparé parce qu'elle voulait un enfant, et lui n'en voulait plus. Il vous l'a dit, ça ? Oui, tout à fait. Mais... il est, il y a quelque chose, il y a des personnes comme ça qui... ils conservent un lien, non pas parce qu'ils restent amoureux, mais parce que, je vous dis, ça les flatte. C'est-à-dire, ça flatte leur narcissisme, de se dire, en gros, je suis inoubliable.
Elle voulait un enfant, bon, moi je voulais pas, donc on se sépare, mais il fait en sorte presque de bloquer, vous voyez, en maintenant ce lien. C'est pas bon de maintenir un lien comme ça avec elle, même s'il n'est plus amoureux, même s'ils ne vivent plus rien ensemble, mais il reste là. Ça va un peu de pair avec sa personnalité où il faut qu'il occupe le terrain, quoi, la place. Enfin, Oui. vous voyez, Oui. il veut pas lâcher. C'est pas tant pour elle que par rapport à lui. C'est l'hypothèse qui me vient. Ouais. Alors. Ce qui ne veut pas dire. Et vous voyez, j'ai Bambi qui envoie un petit SMS parce qu'elle revient sur cette phrase où vous avez dit quand il a dit à cette femme j'ai quelqu'un. Donc là, il parle de vous. Et qu'elle lui répond que ça lui fait un pincement au cœur, lui dit j'allais quand même pas rester seule. C'est un peu méchant vis-à-vis d'elle. Enfin, c'est un côté genre ah bah écoute, enfin il y a un truc d'égo là derrière tout ça. Bambi, elle dit on peut entendre. Tu ne penses quand même pas que j'allais m'effondrer après notre séparation. Il y a un peu une vengeance. C'est plus pour minimiser leur rupture que votre relation. Je suis d'accord avec Bambi. C'est pas votre relation qui est en jeu. Mais je suis d'accord avec vous que c'est révélateur de quelque chose qu'il ne lâche pas et qu'il devrait, au bout enfin, ça fait 5 ans, quoi, avec vous. Oui, c'est ça. Alors qu'il fasse ça dans les débuts, parce qu'il est un petit peu amer et peut-être parce qu'il était attaché à cette femme, mais que c'est la question de l'enfant qui, bon, a créé une rupture dans leur couple et qu'au départ, ça a été un peu difficile pour lui, et puis bon, et que ça le flattait, c'est une chose. Mais je trouve que 5 ans plus tard, c'est vrai que vis-à-vis de vous, c'est pas très agréable. Et en plus, vis-à-vis d'elle, je trouve que c'est pas clean, parce qu'il maintient un lien de dépendance. Au lieu de dire, après tout, voilà, il n'avait pas le même projet de vie, du fait de cette différence d'âge, qu'il la laisse s'éloigner, et qu'il accepte de perdre de son importance. Parce que je pense que c'est entre lui et lui que ça se joue avant tout. Oui. Alors, vis-à-vis de moi, en fait, moi, je lui ai dit que ça me faisait très mal, en fait. Ah bon, vous lui avez dit, d'accord. Ouais, je lui ai dit que je l'avais senti et que je l'avais découvert, que ça me faisait très mal. Alors, il était aussi dans le déni, quand je lui ai dit, ça n'existe pas. Donc là, c'est idiot, parce que vous tombez sur Facebook, donc c'est un constat, c'est pas que ça n'existe pas, vous voyez, c'est un peu... Tout à fait, mais il était à nouveau dans le déni, donc c'était pas vrai. Ouais. Enfin, parce qu'il sait ce qu'il fait au fond. Oui, de lui, vous voyez, il sait très bien. Oui. Et, voilà. Et puis, donc moi, ce soir-là, je voulais arrêter la relation. Oui. J'ai dit on arrête parce que moi, ça me fait du mal et j'ai pas envie de continuer comme ça. Donc il est parti. Et puis, on a essayé de rediscuter le lendemain. Je lui ai dit, moi, j'aimerais une explication claire par rapport à tes intentions. D'accord. Donc les intentions vis-à-vis de moi, c'était j'étais la seule femme qu'il aime et qui voulait rester avec moi, faire mais sa ce qui est vie possible, avec moi. Tout à fait, ça je le crois. Et puis il est revenu donc je lui ai demandé de réfléchir par rapport à ses intentions. Pourquoi il avait relancé c'est ça. Oui, vous avez raison. Et ce qu'il m'a répondu quelques semaines après, c'est parce que je n'aime pas qu'on m'impose quelque chose. Oh là là, parce que tu m'as mis le couteau sous la gorge. Alors c'est ça qui m'inquiète. Oui, sa rigidité au fond, ce qui veut. Bah oui, je comprends. Oui. Il y a pas de remise en question. Ah non. Finalement, il est en train de retourner. Il est en train de retourner la situation. C'est vous qui devenez presque la responsable. Il va continuer parce que vous lui imposez d'arrêter. C'est quand même fort, C'est fort. Oui. C'est de la mauvaise foi. C'est de la mauvaise foi. Il reconnaît pas. En tout cas, ce qui ne va pas, c'est qu'il ne reconnaît pas votre ressenti. À partir du moment où vous lui dites « ça me fait mal », et là où il vous dit « écoute, c'est avec toi que je vis, c'est avec toi que je me projette, c'est toi qui compte », si ça vous fait du mal, dans ce cas-là, il arrête. Et ça devrait lui donner justement
Dernier motif pour arrêter cette relation. Parce qu'au fond, qu'est-ce qu'il fait? À part maintenir cette autre femme dans une relation un peu de dépendance, il garde du pouvoir sur elle. C'est je refais ma vie, mais tu vois, tu m'oublies pas, et puis tu voulais un enfant, mais finalement, au lieu de la laisser s'éloigner et vivre sa vie, il veut avoir de l'ascendant, ce qui va un peu dans son caractère, semble-t-il. Et tout en ayant, lui, il vous a. Mais là, sa réponse, oui, témoigne, du fait que c'est ce que vous pourriez lui dire au fond, je te dis que ça me fait du mal, je ne comprends pas très bien pourquoi tu maintiens cette relation, et tout ce que tu trouves à me répondre, c'est à me rendre responsable de la situation. Ça va, quand même, vous voyez, ça va. Oui, tout à fait. Et c'est ça qui m'inquiète pour l'avenir, parce que... effectivement, je n'ai pas trouvé de compréhension. Oui, c'est ça qui est, je trouve, qui ne va pas. C'est que là, pour le coup, il est quand même très, très égocentré, cet homme. Oui. Il est très narcissique, en fait, certainement, très. Oui. Il a dit qu'effectivement, j'ai gardé un côté rebelle. Je suis alors. Oui, j'ai un il vous dit ça, lui? Oui. Il va vous mater peut-être aussi. Oui, c'est un peu ça. Ouais, mais enfin bon, il dirige pas. On n'est pas dans la vie. Il n'est pas dans sa boîte là. Hein. Oh là là, j'aimerais pas être sous ses ordres à ce gars-là. Je dis ça comme ça. Non, mais vous voyez, tu es rebelle et ça va, hein? Vous êtes non mais vous êtes sa compagne, hein, il a pas, vous voyez, et alors Et oui, et moi de toute façon, ce que je lui ai répondu, parce que je me repositionne, donc je lui ai dit que j'avais suffisamment travaillé pour moi pour m'affirmer, savoir ce que je voulais. Mais c'est ça, enfin, voilà, oui. Et puis vous êtes comme ça, il va pas vous changer, donc. Mais vous voyez, je pense ça me conforte dans l'idée que je me fais. C'est-à-dire qu'il était avec une femme plus jeune. Il a dû prendre... Alors, c'est pas toujours le cas, hein, parce que parfois, dans une différence d'âge, le plus mature ou le plus n'est pas celui qu'on croit. Mais il devait avoir de l'ascendant sur elle. Et il le maintient, même s'ils sont séparés. Et ça lui plaît, ça. Et vous, oui, c'est pas aussi simple. Et là, vous voyez, s'il veut reprendre son côté autoritaire, en gros, ça se discute pas, c'est comme ça, tu veux m'imposer, parce que finalement, lui, il veut qu'on ne lui impose rien, mais lui, il aime bien imposer ses dictates aux autres. Et à vous, en l'occurrence. Bon. Finalement, vous revenez au fait que vous sentiez. Et au fond, derrière tout cela, parce que vous ne vous sentez pas, vous, en danger dans cette relation, mais c'est plutôt sa réaction qui n'est pas adaptée, qui ne tient pas compte de vous. Donc, au fond, c'est aussi une façon pour vous, peut-être, de mettre fin à quelque chose qui... Est-ce que vous étiez vraiment très amoureuse de cet homme? Non. Ouais, c'est ça. Oui. Vous vous êtes attaché, au fond, vous êtes laissé aimer. Il y avait un côté, vous, qui avez dû vous battre. Parce que vous n'avez pas eu le choix quand on se retrouve veuve à 30 ans, avec 2 petits-enfants. Vous m'avez dit d'ailleurs que c'est un deuil qui reste très compliqué. Oui, qui reste compliqué. Et ces comportements, en fait, ravivent cette douleur parce que je sais aussi que j'aimerais retrouver des qualités de mon mari dans mon couple. Qu'est-ce qui vous plaisait justement, les qualités qu'avait votre mari? Son honnêteté, sa sincérité, j'avais une totale confiance. Vous étiez en confiance. Ouais. Totale confiance, et puis je me posais même pas de questions. Et puis c'est l'âge aussi où vous étiez pleine d'envie, pleine de désir, pleine d'espoir aussi dans la construction. Vous voyez, c'est aussi c'est ça qui est très dur de devenir veuve à cet âge-là. C'est-à-dire que c'est au moment vous perdez non seulement l'être aimé, mais aussi tous les projets par rapport à l'existence. Ah oui, la vie
Et oui, c'est ça. Oui, tout à fait. C'est ça. C'est-à-dire que il y a non seulement cet homme que vous aimiez, mais aussi tout ce que vous aviez envie de construire ensemble, tous les projets que vous aviez ensemble. Oui. Donc évidemment, et là, il a fallu puiser en vous-même et trouver la force de survivre pour vous, pour vos enfants qui étaient petits. Donc aujourd'hui, évidemment, vous n'allez pas vous en laisser compter par quelqu'un qui veut vous imposer sa façon de faire, de voir la vie, alors que vous avez dû développer cette autonomie, cette force, parce que vous n'avez pas eu le choix. Mais qu'on vous le reproche pas aujourd'hui, parce que c'est très injuste au fond. Au lieu de valoriser cet aspect-là de votre personnalité, dont peut-être vous seriez passé, enfin, vous aviez ça aussi en vous, mais il vous a fallu faire face seul, et aujourd'hui on vous reproche d'être trop autonome et trop rebelle. C'est pas tenir compte non plus, je trouve, de ce que vous avez vécu. Alors ça, je l'ai soulevé aussi, parce que je lui ai dit, parce qu'il m'a souvent dit qu'il me trouvait remarquable d'avoir effectivement mené ma vie comme je l'ai menée. Hein. Oui, quand même. Il louait vos qualités. Oui, mais par moments, c'est son naturel qui reprend le dessus. C'est ça. Parce que aller dire, alors ça peut être dit sur le mode de l'humour. Mais dire t'es trop rebelle, waouh. Enfin, c'est pas votre père. Vous voyez, on a l'impression justement, peut-être qu'il aime bien jouer les côtés Pygmalion, mais c'est pas votre père. Vous voyez, on peut dire d'un ado qu'il est rebelle. Enfin, ça va quoi. C'est pas. Non, il a besoin de s'affirmer, mais il faut pas qu'il vous étouffe. Alors, il y a Sergio d'ailleurs qui dit, c'est vrai que c'était au début de notre échange, il dit, vous savez, sur son compte Facebook, vous pourriez bloquer son ex, et puis c'est tout. Puis il dit, au bout de 5 ans, c'est bon quand même. Voilà, il y a quelque chose au début qu'il entretienne, mais pas au bout de 5 ans. Même si je pense que c'est plus par rapport à lui-même que par rapport à vous. Mais il se trouve que dans votre relation, il y a des choses qui vous dérangeaient. Et vous vous êtes laissé aimer. Et puis vous qui avez porté tout toute seule, il a pu y avoir des moments de pouvoir vous appuyer un peu sur quelqu'un. Quelqu'un qui au fond voulait décider. Il y avait des moments où ça pouvait avoir des côtés un peu rassurants. Peut-être. Aussi. Il y a Sarah qui dit c'est d'un compagnon de vie dont vous avez besoin, pas d'un chef. C'est vrai, ça va quoi. Et on va peut-être aller voir avant qu'on se dise au revoir du côté de la page Facebook. Paul. Une Isabelle aussi qui vous comprend, qui ressent un peu chez vous cette ambivalence. Pourquoi restez-vous dans une telle relation qui ne vous rend pas heureuse ? Vous ne semblez pas amoureuse, vous êtes assez critique et semblez totalement désappointée. Thérapie de couple, pourquoi pas, mais est-ce que ce serait vraiment la solution ? Enfin, je dis non, j'ai pas à répondre pour vous, mais vous l'avez dit, Isabelle, vous n'étiez pas amoureuse au fond. Vraiment. Oui, et en fait c'est un peu ce que dit Christine. En fait, Christine... elle dit que vous cherchez peut-être un peu un prétexte à donner un doute à la confiance de cet homme, et puis que lui, ça lui montre qu'il a été important, c'est pour se rassurer avec cette ex. Et elle dit finalement, j'ai l'impression que vous n'êtes pas sûr de vous. Êtes-vous vraiment prête à faire confiance à un homme ? Elle pousse un peu la question. Oui, tout à fait. Mais c'est peut-être sur ça, enfin, il faudrait parler peut-être un peu de ça, Isabelle. Parce que vous avez commencé comme cela en me disant que les histoires d'amour, elles ravivent une blessure qui est là. Oui. Et il est possible encore d'en parler pour peut-être retrouver, non pas de l'insouciance, mais un peu de sérénité. C'est-à-dire la jeune femme que vous étiez, la femme que vous êtes devenue, et pouvoir oser vous lancer à nouveau dans une histoire en ayant moins peur. Oui. Vous voyez, un accompagnement un peu pour pouvoir à nouveau vous lancer et peut-être en laissant... Il y a encore l'image de votre mari qui est extrêmement présente et qui peut-être pèse sur vos relations. Ça serait dommage à venir. Je parle pas de cet homme-là, mais c'est vraiment pour vous. Oui. Pour faire confiance et faire confiance un peu à la vie à nouveau. D'accord. Je suis consciente, mais ça fait plus de 20 ans maintenant que je fais des thérapies. Mais pourquoi des thérapies ? Vous en avez fait plusieurs ? Oui. Ah bon.
Mais Ouais. vous avez arrêté, là? J'ai arrêté, Oui. oui, tout à fait. Bon, Oui. alors oui, c'est long. Parce Oui. que c'est long, parce que ça touche à des choses aussi très profondes et vous avez été aussi blessé, vous. Et ça fait partie des accidents de vie graves. Enfin, vous voyez, il faut du temps pour s'en remettre. Oui. Alors vous verrez, ça vous empêche pas de vous lancer, mais bon, cette histoire, au fond, oui, c'est peut-être pour vous alléger un peu, pour pas rester sur quelque chose, parce qu'entre eux aussi, vous savez, les attentes que vous aviez quand vous aviez 30 ans et celles que vous avez aujourd'hui, elles peuvent aussi évoluer. Or, c'est comme si parfois quand on vit un traumatisme, comme un enfant quand il vit quelque chose de traumatique, il y a quelque chose dans son développement qui s'arrête, qui peut s'arrêter. Quand on vit un accident de vie, il y a quelque chose qui peut s'arrêter en nous, qui peut rester un peu bloqué à ce moment-là. Or, c'est pour ça que je me permets de vous dire que la jeune femme de 30 ans que vous étiez, les aspirations, les attentes par rapport à un couple ne sont plus forcément celles de la femme que vous êtes devenue. Peut-être que ça mérite un peu d'être travaillé pour vous projeter différemment dans un couple. Et pas en cherchant à retrouver ce que vous avez perdu. Ouais. Bon courage, Isabelle. Merci, Caroline. Au revoir, bonne Au soirée. Beaucoup. De qui il parlait? Et j'ai la réponse ce soir en parlant avec Marc, Marc qui est à la réalisation. Il me demandait si j'avais vu le clip de cette chanson. Je l'ai jamais vu, le clip. Et en fait, on voit, paraît-il, peut-être l'avez-vous vu, une sage-femme qui réanime un bébé qui arrive, qui vient au monde. Il n'y a pas le souffle, il ne crie pas. Et cette sage-femme réanime ce bébé. Et en fait, voilà, Jean-Jacques Goldman et elle part après parce que, comme si c'était naturel, elle a fait son travail. Et lui se demande qu'est-ce qu'on fait après avoir fait ça. J'ai enfin la réponse parce que je me dis, mais de qui parle-t-il au fond dans cette chanson? Alors merci Marc, et puis ça me donne très envie de regarder le clip et puis d'avoir une pensée pour toutes les sages-femmes, voilà, qui mettent au monde comme ça des bébés chaque jour dans des conditions difficiles, puisque on n'en parle pas de ce mouvement, puisqu'elles continuent évidemment à mettre des bébés au monde, même si leurs conditions de travail ne sont pas celles qu'elles voudraient. J'ai entendu d'ailleurs aux infos qu'il y allait avoir une revalorisation de leur salaire. C'est le moins qu'on pouvait faire pour elles. C'est la valise, parce que j'ai entendu qu'elle a été gagnée cet après-midi, une grosse valise. Non, je cherchais partout ma fiche, mais je l'ai sous les yeux. Merci les garçons, ils sautent tous là, ils n'arrivent pas avec la valise, mais avec la petite fiche. Donc elle a été gagnée, c'était une grosse valise cet après-midi. Laurent Ruquier a rajouté un super cadeau, d'ailleurs, une place pour aller au Louvre avec une... mais c'est pas ça qu'il faut noter, alors je veux pas vous emmêler. Ce qu'il faut noter, c'est un coffret de chocolat Réauté. C'est un fabricant chocolatier français qui est en Mayenne, Réauté, R-E-A-U-T-E. Voilà, la valise, c'est dans les grosses têtes, tous les jours de 15h30 à 18h. Puis franchement, j'espère que vous avez bien noté, que vous n'allez pas perdre à cause de moi, parce que ça me rend triste. Après, quand j'écoute, parfois vous avez tout et vous dites, bah non, j'ai pas écouté, vous n'avez pas ce que j'ajoute, il est 23h34. Vous êtes bien sur RTL. Jusqu'à minuit 30, Parlons-nous. Caroline Dublanche sur RTL. Et voilà, ça vaut le coup d'écouter Parlons-nous le soir de 22h à minuit et demi. Parce qu'en plus, vous pouvez remporter la valise. Parce que souvent, on ajoute des choses dans la valise. Et souvent, à cette heure-ci, alors branchez-vous, on est là dès 22h. Entre 23 et 23h30, le jour où la valise a été gagnée, souvent, on a le plaisir d'ajouter quelque chose. Bonsoir Sébastien. Bonsoir Caroline. Bonsoir et bienvenue. Merci. Alors Sébastien, de quoi voulez-vous me parler ce soir? Eh bien, je souffre d'une maladie invalidante psychiatrique, des troubles obsessionnels compulsifs. Ah oui. Et ils sont invalidants puisque j'ai une
une pension d'invalidité et ils sont même très sévères en fait. Ils me prennent jusqu'à 7 à 8 heures par jour, comme une journée de travail. Oui, ah oui, en effet. C'est quoi? Ce sont des lavages Alors, ce sont des tocs d'hygiène, de propreté, donc sur moi-même et puis sur mon environnement extérieur, évidemment. Oui, oui. Notamment, c'est surtout les salles de bain, etc. Oui. Voilà. Oui. Voilà. C'est beau, ça touche beaucoup la salle de bain, en fait. C'est ça votre corps. Oui, surtout mon corps, oui. Et, c'est surtout le lavage de mains et puis les douches interminables. Oui. Ouais. Voilà. On dirait pas, c'est un handicap invisible, malheureusement, qui n'est pas reconnu. Non, vous avez raison, vous avez prononcé le terme invalidant, ça l'est. Hein. Ça l'est parce que j'ai en tête comme ça un monsieur que je suivais, qui arrivait régulièrement en retard à ses séances, mais je n'en voulais pas du tout, parce qu'il arrivait, il était en retard partout, au boulot, partout, et effectivement, il était obligé de prendre 3-4 douches d'affilée. Donc le matin, il savait qu'il allait être en retard au boulot, mais il sortait de sa douche, il s'essuyait, et une fois qu'il s'était essuyé, à nouveau il se sentait sale, donc il fallait qu'il revienne dans sa douche. Et, c'est une maladie très chronophage. Et, oui, qui épuise. Oui, très très fatigante, et notamment pour les tocs d'hygiène, je pense que c'est ceux qui prennent le plus de temps. Oui. Voilà, et depuis quand vous savez comment ça, enfin vous vous souvenez de comment ça a commencé? Moi j'avais des prémices pendant l'enfance, mais qu'à l'époque, comme j'ai 40 ans, c'était dans les années 80, on ne savait pas trop ce que c'était, et puis après à l'âge adulte, ça s'est développé, ça allait en grandissant, et j'ai essayé plusieurs prises en charge. Malheureusement, ils sont résistants, et c'est assez difficile de trouver des thérapeutes formés. Ça a un coût, c'est pas remboursé par la sécurité sociale, malheureusement. Et, ah bon? Non, c'est des thérapies comportementales et cognitives. Oui, mais si quand elles sont faites par un psychiatre, il peut y avoir une prise en charge. Ouais, avec une feuille d'assurance maladie. Parce que c'est comme vous dites, c'est vraiment. D'abord, on a dû essayer aussi des traitements, parce qu'il y a des traitements qui atténuent un peu ces troubles. Et effectivement, ce sont les thérapies comportementales, mais qui peuvent être pratiquées par des psychiatres. Oui, tout à fait. Oui. J'ai déjà consulté. Hein. Non, je réagis, j'imagine. Hein. J'ai un passif. Pardon? Je dis j'ai un passif de consultation. Oui, mais parce que je réagissais, vous me dites ça coûte cher, c'est pas remboursé. Donc je suis étonnée. Oui, la seule, par les psychiatres, c'est remboursé évidemment, mais il y en a très peu qui pratiquent la thérapie comportementale et cognitive déjà. Oui. C'est surtout des psychologues. Et les psychiatres, c'est des médicaments tout de suite, hein, en fait. Alors, ce qui est bien, c'est d'associer les médicaments et les thérapies comportementales. Mais effectivement, il faut trouver un psychiatre. Il y a à Sainte-Anne, je ne sais pas où vous vous trouvez à Paris, il y a je crois que c'est là qu'est le siège. Vous devez connaître l'association AFTOC. Oui, tout à fait, oui. Oui, je connais, mais voilà. Non, mais parce qu'ils pourraient vous donner des coordonnées de psychiatres dans votre région. Oui, c'est ce que j'ai fait. Là, je commence un suivi, mais... Vous recommencez. Je recommence, mais la personne ne me garantit rien, parce que comme ce sont des tocs sévères, vous savez, à mon stade, c'est plutôt une opération du cerveau, c'est-à-dire la stimulation cérébrale profonde qui permet d'atténuer les troubles, parce qu'en fait, c'est une zone dans le cerveau qui fonctionne trop et qui envoie des messages de danger là où il n'y en a pas, en fait. Et c'est un peu l'origine de la maladie. Et quand c'est très sévère, il n'y a que cette opération. C'est pas trop. Hein. Ça c'est l'explication. L'explication scientifique. Oui, scientifique, mais il y a aussi. Oui. Enfin, on se demande aussi, parfois, justement, quand ça commence dans l'enfance, ça interroge aussi. Qu'est-ce qui a lieu de laver? Pourquoi
En tout cas, c'est le version psychanalyste, d'essayer de trouver une explication au TOC, c'est un peu le versant de la psychanalyse. Oui, mais ça peut être complémentaire. Oh oui, je pense. Mais qu'est-ce que vous avez à en dire, vous? Puisque finalement, on voit que c'est un sujet que vous connaissez, sur le bout des doigts, sans mauvais jeu de mots. Et vous appelez ce soir pour m'en parler. Finalement, vous êtes devenu... Quel était... C'est comme si vous aviez un message à délivrer, quelque chose à dire à ce sujet? Oui. Là, j'exposais un peu ma situation et la façon... oui. La façon dont la maladie me touchait, mais en fait, oui. Le message que j'avais à faire passer, c'est que c'est un handicap invisible et les gens ne comprennent pas forcément. Il y en a même qui en rient. Ils ne prennent pas conscience du fait que ça soit très invalidant pour une personne et ça peut le mettre en situation de handicap. Donc d'isolement social, affectif, sentimental, sexuel. C'est aussi pour ça que j'appelle, parce que moi je me retrouve donc sans contact amical, sans relation sentimentale, sans possibilité de relation sentimentale ni de relation sexuelle. Et ça additionné au TOC, c'est absolument invivable en fait. L'être humain n'est pas fait pour être seul. Donc quand il y a ça qui s'ajoute, c'est une souffrance. J'ai aucune béquille et d'avoir au moins quelque chose, ça me permettrait de soulager mes souffrances et peut-être d'atténuer également un peu mes tocs parce que... Oui, parce que vous avez raison. C'est-à-dire que finalement, là, cet isolement social, affectif, renforce. Tout à fait. C'est-à-dire que vous êtes votre... vous n'avez que ça. Il n'y a aucun moyen de vous divertir, de vous détourner, plus que vous divertir, de vous détourner de cela. Au fond, c'est terrible, puisque il y a des degrés. Hein. C'est pour ça qu'il est important, d'ailleurs, vous avez raison de dire... on voit moins, d'ailleurs, et heureusement, ce type de reportage... on voit encore passer parfois des reportages comme ça, où on montre des gens qui ont des TOC, et malheureusement... souvent, tel que c'est présenté, ça peut prêter à rire de l'extérieur. Comme si on tournait en dérision ça, tout en voulant faire croire que c'est dire, parler de la souffrance de ces personnes. Mais vous avez raison de le dire, ça n'a rien à voir. En fait, c'est vraiment de l'ordre trouble obsessionnel compulsif, c'est de l'ordre de la compulsion, c'est-à-dire que vous avez beau savoir que c'est absurde, vous ne pouvez pas vous empêcher de le faire. Donc, on est très loin de la folie. Hein. Vous savez très bien ce que vous faites. Oui, je suis conscient. Les personnes, bien sûr. Les troubles obsessionnels compulsifs, c'est pas la folie. Vous savez très bien. Vous ne pouvez pas vous empêcher de faire quelque chose, tout en sachant que c'est absurde, que, effectivement, vous venez de laver, donc c'est propre. Mais il y a cette obsession de la saleté, des microbes, Comment d'ailleurs, je me dis, avec cette pandémie là que nous traversons, les gestes barrières, l'évitement, le fait de se laver les mains, vous, pour le coup, vous étiez déjà sacrément, vous aviez de l'avance sur nous tous. Vous étiez préparés, au moins. J'étais précurseur, moi. C'est ça. Non, mais parce que j'ai une amie qui est psychiatre qui me disait que elle a des patients qui, comme vous, souffrent de TOC et qui lui disent, voyez, docteur, je vous avais dit, et qui donnent tous les trucs pour les poignées des portes. Déjà, eux, avant, ils prenaient des mouchoirs pour ne jamais toucher les poignets. Donc, comme vous dites, vous êtes précurseur. Les gestes barrières, vous connaissez, hein. Oui, tout à fait. Mais est-ce que ça a majoré un peu votre angoisse ou finalement pas trop, puisque vous... parce que comme je suis isolé, je ressens pratiquement jamais, donc sauf pour des causes des causes médicales. Donc ça me non, parce que je prends toutes les précautions, donc une fois que je suis rassuré, ça me traverse la tête, mais c'est pas une névrose qui va se rajouter à ce que j'ai déjà en fait. Vous avez pu travailler à un moment donné, puisque vous me dites là vous êtes en invalidité, mais est-ce que oui, j'ai pu. Enfin,
Enfin, très peu, mais moi, je suis dans... Enfin, à la base, je suis compositeur musical. Ah oui. Je suis musicien, donc... Oui. Et là, étant donné le degré de la maladie, ça fait des mois et des mois que je peux même pas avoir de loisirs. Quel dommage. Alors, c'est-à-dire que même ça, la musique, vous jouez d'un instrument ? Je suis compositeur, oui, à la base, je suis musicien, mais je suis compositeur, donc je travaille... je fais des compositions de A à Z, dans des styles précis, des productions musicales en fait. Je ne vais pas développer, mais c'est ma passion principale. Et c'est un métier où on travaille plutôt seul ou parfois en studio avec d'autres personnes ? Malheureusement, c'est plutôt seul. C'est plutôt seul. Derrière les ordinateurs, donc c'est oui. vrai que ça m'a oui, pas aidé. Mais ça, c'est-à-dire que même ça, alors que vous aimez ça, enfin c'est quelque chose, puis ça fait partie de votre personnalité aussi. Même ça, vous n'arrivez plus aujourd'hui à vous exprimer sur ce plan-là. Parce que ça me fatigue tellement, c'est tellement chronophage. Et après toutes les compulsions, 7 heures par jour, j'ai plus la force de faire de la musique en fait. Oui. Voilà, il y a quelque chose, quand on dit trouble obsessionnel compulsif, c'est-à-dire que ça s'inscrit sur une personnalité, quand vous parlez de névrose, obsessionnelle. Oui. Et du coup, c'est très, si vous voulez, c'est épuisant, oui, psychiquement. Parce que, en fait, vous ne pouvez pas vous empêcher de le faire, et comme vous dites, c'est très chronophage parce que vous pouvez passer des heures. Ça vous prend. Vous m'avez dit d'ailleurs comme une journée de travail. Vous dites 7-8 heures. Hein, voilà. À laver, à vous laver et à laver votre maison. Voilà, je suis chez mes parents, mais c'est malheureusement. Comment avec vos parents, est-ce que c'est source de tension ? Pour Oui, pour la famille, mon entourage, c'est extrêmement difficile parce que c'est dur à supporter. C'est quand même j'ai des angoisses, des obsessions qui viennent s'ajouter lors du repas. Donc il y a beaucoup de choses à respecter. Et pour une personne normale, évidemment, ça paraît complètement fou. Ce qui fait que, oui, ça paraît fou, mais ça ne l'est pas. Mais c'est-à-dire qu'il y a une angoisse telle derrière tout ça que tous ces rituels, au fond, visent à conjurer l'angoisse. Il y a des personnes, peut-être ça, il y a parmi les personnes qui nous écoutent, on voit, il faut qu'elles comptent jusqu'à 10, qu'elles fassent une série de chiffres ou autres, et si elles ne font pas cela, elles ont le sentiment que des catastrophes vont s'abattre sur elles ou sur leurs proches. C'est un autre type de TOC, oui, tout à fait. Oui, c'est un autre. Oui, il y a plusieurs formes de TOC. Mais c'est le même fonctionnement. Exactement. Et en fait, ça s'apparente enfin, on l'entend, ça devient une torture psychique. Oui. Ça peut devenir quelque chose. Mais et ça isole terriblement. C'est-à-dire, quand vous parlez des repas, par exemple, là, vous êtes chez vos parents, est-ce que ça vous amène, du coup, tous les rituels que vous devez faire à prendre vos repas seuls aussi? Ça a déjà failli, mais non, j'en suis pas encore là. Mais vous arrivez. Ça donne lieu à ça donne lieu à beaucoup de disputes, de la tension, de l'anxiété, évidemment, et ça ne fait que rajouter de l'anxiété sur le TOC qui est déjà un trouble anxieux. Oui. Bon, donc, et alors on va, pour sourire un peu, et c'est bien pour sourire et pas se moquer, il y a une salle de bain dans la maison où vous avez la vôtre? Non, j'ai la mienne, heureusement. Ah, voilà. Parce que sinon, ça peut créer des tensions si vous passez tant d'heures dans la salle de bain pour ceux qui sont derrière. Mais vous avez votre propre salle de bain. Alors, il y a Sergio qui dit, vous devez avoir de ces factures d'eau. Oui, évidemment. Oui. Oui, ça fait partie aussi. Mais vous avez raison de dire que c'est une fatigue psychique extrême et ça fait partie, c'est très handicapant, très invalidant. Alors, vous avez essayé, vous parliez des thérapies cognitives, jusque-là, il n'y a pas eu des moments où ça s'est un petit peu atténué? Pas vraiment, non, j'ai fait un essai de thérapie, ça n'a pas fonctionné, j'étais résistant. Et c'est suite à un problème de foie, j'ai fait une hépatite médicamenteuse.
J'ai dû arrêter les traitements antidépresseurs et là, j'ai sombré en fait. J'ai sombré et je comprends. Le TOC a pris à compter 50%. Parce que les antidépresseurs aident bien. Mais là, vous ne pouvez plus en prendre, bien sûr. Bien sûr. Je prends autre chose, bien sûr, mais... Oui, qui n'a pas le même effet. C'est pour ça qu'on a parlé de stimulation cérébrale. Enfin, ça a été évoqué par certains psychiatres. Oui, mais c'est tout un protocole. Ça dure. Il faut passer par un protocole. Oui, bien sûr. Avant d'auto-opérer. Mais ça vaut le coup, peut-être. C'est-à-dire que c'est relativement dangereux quand même d'ouvrir le cerveau. Oui, alors, si ce n'est que les personnes, bien sûr, c'est pas anodin, mais les neurochirurgiens, c'est leur métier. Et ils, c'est même pas de la chirurgie là, puisqu'on stimule aussi, mais ils sont aidés maintenant avec les nouvelles technologies, de robots, enfin, puisqu'on fait des interventions où la personne reste éveillée. Dans des maladies, ça peut être Parkinson, enfin toutes les maladies neurologiques, justement parce que c'est même pas au millimètre, c'est au dixième de millimètre pour pas léser des zones et que la personne puisse dire ce qu'elle ressent. C'est très impressionnant à voir, mais ça fait partie de ces avancées en médecine et qui, dans l'avenir, peuvent, pour certaines maladies et certains malades, apporter un soulagement. Alors c'est très impressionnant, je suis d'accord avec vous. Bien sûr que c'est pas innocent, le cerveau. Mais maintenant, on opère. On en a parlé récemment, cette dame qui finalement était violoniste, je crois, et on lui a fait jouer de son instrument pendant l'intervention pour voir justement comment elle réagissait de façon à bien cibler la zone qui devait l'être et pas endommager les autres zones du cerveau autour. Intéressant. Donc, si on vous propose ça, puisque malheureusement vous faites partie aussi des cas résistants, ça vaut la peine. Malheureusement, il faut attendre 2 ans et passer par des thérapies qui ne fonctionneront pas, qui ne fonctionnent pas. J'ai déjà vu des spécialistes. C'est-à-dire pourquoi ? C'est-à-dire que avant d'intégrer le protocole, il faut quand même continuer les thérapies. Oui, même si on leur dit que ça n'a pas fonctionné avant. Et pourquoi alors ? Ils sont figés en France. Ah oui. Alors, s'il y a quelqu'un qui veut bien m'opérer, qui n'est pas aussi étroit d'esprit, parce que j'ai vu les professeurs. Parce que vous attendez ça beaucoup. Oui, c'est ça. Vous espérez beaucoup, je comprends. Oui, c'est-à-dire que même s'ils voient que ça ne fonctionne pas, toutes les méthodes classiques, il faudra encore réessayer pour être sûr, en fait. Mais perdre 2 ans à souffrir inutilement. Mais vous avez consulté, enfin, vous en avez vu plusieurs dans plusieurs services Oui, dans des hôpitaux spécialisés. C'est très dur de rencontrer d'ailleurs. Oui, parce que c'est relativement nouveau. Il y a de la demande pour différents types de maladies neurologiques. Il y a les troubles tels que les vôtres, puis il y a aussi des maladies neurologiques. Donc, oui, les maladies de Parkinson, etc. Voilà. Mais est-ce que si vous, puisque vous me dites que vous avez fait des thérapies, ça fait des années maintenant, vous avez 40 ans, Sébastien, les psychiatres que vous avez vus, peuvent pas faire même un certificat en disant que voilà, vous êtes résistant aux thérapies et que malheureusement, jusqu'à présent, ça n'a apporté aucune amélioration. Parce que moi, je croyais que 2 ans, vous voyez, que vous rentriez dans un protocole, je comprends, mais je pensais que 2 ans, c'était le délai d'attente. Mais je comprends que, si vous allez en thérapie en disant, de toute façon, j'ai essayé, je suis résistant, on sait même que certaines formes de schizophrénie, c'est pour ça qu'on fait de la sismothérapie, parce que, malheureusement, certains patients résistent à tous les traitements. Oui. Donc, ça sert à rien de les décourager davantage. Ça peut être une idée également, Ça vaut le coup de dire, en tout cas, de fournir des certificats médicaux des psychiatres que vous avez consultés, dans la mesure où on vous a parlé donc de ce protocole, en lequel vous placez beaucoup d'espoir et on le comprend, et de dire, voilà, docteur, j'ai 2 ans d'attente parce qu'on préconise d'encore essayer, mais ça, c'est le protocole classique pour tout un chacun, mais
si vous me dites que vous avez déjà 10 ou 15 ans de thérapie comportementale derrière vous et qui n'ont apporté aucune amélioration, ça vaut la peine d'être indiqué. Oui, oui. Vous voyez, ils peuvent en tenir compte. Ils sont peut-être pas aussi rigides que cela. Oui, j'aimerais. Oui, ça vaut le coup. J'espère. Ça vaut le coup plutôt que de vous lancer dans du énième thérapie où, bon, vous savez que ça ne fonctionne pas. Sur vous, en tout cas. Ça montre à quel point, peut-être pour ceux qui nous écoutent, qui ont parfois... ça peut démarrer tôt, ça peut être l'enfance. Alors, il y a des rituels comme ça dans l'enfance. Il y a certaines périodes de la vie où on peut voir apparaître un peu certains tocs chez les enfants qui disparaissent. Ça fait partie d'étapes aussi normales du développement. Il ne faut pas forcément s'inquiéter. Mais à l'adolescent, jeune adulte, il faut consulter assez rapidement. Très rapidement, oui. Voilà. Il faut, après, le TOC s'installe, exactement. Il est tellement figé que... Le cerveau il y a quelque chose qui s'est mis en place, il y a tout un conditionnement. Il prend toute la place du système Il prend toute la place. Je suis d'accord avec vous. Je suis d'accord avec vous. C'est ce qui m'arrive. Donc, il est important, vous avez raison, vous l'avez dit vous-même, dans ces cas-là, de ne pas attendre, de demander un avis et de consulter très rapidement. Parce que plus c'est pris en charge tôt, plus on peut intervenir et soulager. Là où, heureusement, il y a cette... Qui c'est qui vous en a parlé d'ailleurs de vous intégrer dans un protocole? C'est un spécialiste que vous avez rencontré? Oui, c'est un professeur, justement, un psychiatre, je ne vais pas citer son nom. Non, c'est pas ce que je vous demande, mais qui... S'il vous a parlé de ça, c'est qu'il a bien entendu que jusque-là, vous étiez résistant à... C'est pas grave, il veut réessayer. C'est le protocole, c'est comme ça, c'est oui, la France. Mais comme vous ne pouvez pas prendre d'antidépresseurs... Oui, mais il veut rien savoir, parce que lui, ça se soigne avec des antidépresseurs à haute dose. Donc il veut réessayer la méthode classique. Oui, mais il est médecin avant tout. Donc si vous lui dites que vous avez fait une hépatite sévère, que votre foie était endommagé, que vous ne pouvez plus prendre d'antidépresseurs, il est médecin aussi. Donc il va vous dire, monsieur, on ne va pas vous en prescrire à forte dose. Enfin... mais c'était quand même son but. Refaire encore un essai. C'est plus fort qu'eux. C'est vraiment quelque chose de... Il faut l'entendre, il faut vraiment le voir pour le croire. Oui, j'avoue que je suis surprise. Oui, j'avoue que je suis surprise parce que, qu'il y ait des protocoles et qu'on les respecte, c'est important d'ailleurs aussi parce qu'on ne peut pas faire n'importe quoi. Mais après, selon les médecins... j'imagine que si vous fournissez, évidemment, avec des bilans de santé, des examens complémentaires, que vous ne pouvez plus prendre d'antidépresseurs et que des certificats vous disent que vous avez fait des thérapies cognitives pendant des années et que ça n'a pas marché. Alors là c'est en région parisienne, mais peut-être qu'en province les personnes sont plus souples. Je ne sais pas, il faudrait peut-être essayer ailleurs, mais... Vous avez vu avec l'hôpital Sainte-Anne un des services qui est spécialisé dans tout ça? Non, ça je n'ai pas vu. Non. Vous pourriez peut-être les contacter parce que ils sont assez en pointe. La Salpêtrière, vous avez vu? Oui, j'ai vu, oui. Oui, parce que la Salpêtrière, ils sont aussi très en pointe. Tout ce qui concerne les problèmes du cerveau. Bon, écoutez, on espère pour vous en tout cas que... cela va fonctionner et peut-être avant 2 ans. C'est ce qu'on peut vous souhaiter, Sébastien. Oui, je vous remercie. J'espère également. Et la musique, peut-être, parce que là, en plus, dans l'enfermement dans lequel vous êtes, n'ayant pas de sortie, pas rien, c'est vrai que c'est un cercle vicieux. Et vous n'envisagez pas un peu de la musique, d'essayer de vous y remettre un peu? Dès que je peux dégager du temps, je m'y remets... mais c'est compliqué. Eh bien, merci pour votre témoignage, Sébastien, et bon courage à vous. Merci. Au revoir. Merci, au revoir, bonne soirée. Jusqu'à 12h30, Parlons-nous. Caroline Dublanche sur RTL. Parlons-nous se poursuit pendant une demi-heure encore. Vous pouvez appeler le standard
au 09 69 39 10 11. On parlait des TOC là juste avant minuit avec Sébastien, alors qu'il souffre d'une forme extrêmement sévère et très invalidante, puisque malheureusement toute sa vie, tout son quotidien tourne autour de ces rituels de lavage, de ces rituels de propreté qui font partie souvent des plus invalidants. Donc il ne peut plus travailler, il nous le disait Sébastien, pas de vie sociale, pas d'amis, pas de vie amoureuse, pas de vie sexuelle. Il y a Cathy, il y a cette chance de la stimulation finalement neurologique. Enfin, je sais pas comment ça s'appelle d'ailleurs. C'est la stimulation du cerveau et en profondeur. C'est chirurgical, hein, en fait. On stimule une zone du cerveau. Il y a Cathy qui dit oh non, en province c'est pire. Le mieux pour la neurologie, c'est le Canada, dit Cathy. Ils sont beaucoup plus pragmatiques. De plus, toutes ces pratiques viennent de chez eux. Bon courage à vous. L'important, on le redit, et il le disait Sébastien, c'est vraiment de ne pas les laisser devenir trop envahissants, parce que c'est vrai qu'après ça envahit tout l'espace psychique et c'est très difficile d'en sortir. Alors il y a quand même chez certaines personnes la prise d'antidépresseurs associée à des thérapies comportementales qui fonctionnent bien. Il y a l'association AFTOC, on fera une recherche peut-être pour vous donner les coordonnées que vous puissiez les contacter. Alors c'est vrai que j'en ai pas parlé avec Sébastien parce que on comprend son découragement et son épuisement psychique. Il connaissait bien les thérapies comportementales. À un moment, j'avais évoqué qui peuvent fonctionner, hein. L'aspect aussi psychanalytique qu'on peut pas occulter, même si la psychanalyse marche moins, il faut le dire sur les TOC. Mais c'est vrai que, notamment pour la manie de la propreté, je parle pas des autres choses, ça interroge quand même. Parfois, quand quelqu'un nettoie frénétiquement tout ce qui lui tombe sous la main, il faut le prendre au mot. Au début, il a sûrement quelque chose à nettoyer, ou du moins le croit-il, mais plutôt que dans la maison ou sur lui-même, il faut chercher dans son histoire, à ce qui lui est arrivé depuis qu'il est au monde. Parfois, on peut s'accuser inconsciemment d'une faute qu'on n'a pas commise, et dans notre langage, dans notre culture, on parle beaucoup d'ailleurs de faute morale. On parle parfois il y a des métaphores, il y a, on parle de souillure, il y a aussi tout ce qui touche le corps et la sexualité, justement. On dit aux enfants c'est sale quand ils s'intéressent, moins aujourd'hui je l'espère, mais à leur sexe, ou en tout cas à leurs excréments. Ils intériorisent tous ces interdits, et plus tard ils peuvent éprouver du dégoût pour ce qui aussi leur procure du plaisir. On disait aussi la même chose de la masturbation. On peut aussi parfois imaginer des tâches en rapport avec les origines, quelque chose autour d'un secret de famille, d'origine honteuse. Ça vaut le coup, parallèlement d'ailleurs parfois à une thérapie comportementale, de peut-être pris assez tôt donner du sens à cela. On sait aussi, c'est un autre cas de figure, alors là encore ce sont des hypothèses, hein, il faut jamais partir dans une direction unique, mais que parfois dans ces histoires de saleté où on se lave à répétition les mains, le corps, comme s'il y avait quelque chose de sale en nous,